Dépôt de gerbe de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, accompagnée de Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, en charge de la mémoire et du monde combattant. Dépôt de gerbe de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de la ministre des Armées. Ben oui, enfin 6 ans, non. Pourquoi non? Je ne sais pas. Ouais, Il y a eu l'échéance. 6 ans, je prends un mandat. Voilà. Ah oui. 2 ans supplémentaires, non, je veux dire. Bien sûr. Fonction, Oui. ouais. On veille sur notre monument. Oula, Ça se passe bien. oui. Ça passe bien. Oui, oui, tellement. Je suis Il y à a eu fond. quelques dégradations. Oui. Ça a été préparé rapidement.
certain nombre en ont été libérés. Par exemple, il y a 4000 enfants. Là-bas sont notés le nom des 6 survivants qui avaient 15 à 17 ans. Il y a eu des survivants qui ont été déportés et qui ont survécu. Qui ont survécu, mais qui avaient de 15 à 17 ans. Et tous les autres enfants ont péri. C'est par ordre alphabétique, il y a le nom, le prénom et l'âge. Et nous préparons actuellement une brochure, un livre avec pour chaque enfant l'adresse d'arrestation. On fera par arrondissement et par lieu, et de façon à ce qu'on voit disons l'horizon sociologique et la géographie des arrestations. Et nous avons mis une centaine de photos qui sont des photos de familles qui ont été raflées lors du Veldiv et les enfants. Donc c'est caché un peu par la végétation en été, mais en tout cas ceux qui viennent, n'étant peu nombreux, ont la possibilité de voir ces photos. Et nous faisons notre rassemblement annuel des fils et filles des déportés juifs de France, ici, le 16 juillet. Ce jardin est ouvert. Le jardin est maintenant à la ville de Paris. C'est AG2R, la mondiale, qui était propriétaire de l'immeuble qui l'a confié. La commission du souvenir du CRIF. Oui, la commission du souvenir du CRIF m'a confié la mission de concevoir le jardin. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur ici. Il y avait les services du ministère de l'Intérieur. Ils sont partis à Levallois. Voilà. A repris Là, c'était le siège de Total, quand le Veldiv a été démoli, l'immeuble qui a été reconstruit par Total. C'est vraiment presque à l'emplacement de la porte d'entrée du vélodrome d'hiver qui se trouvait rue Nélaton, ici, à une vingtaine de mètres. Bon, il nous a fallu longtemps pour pouvoir reconstituer cette liste. Également, nous avons retrouvé 5000 photos d'enfants. Et donc, il y a à peu près 2000 photos des enfants du Veldiv qui sont au mémorial de la Shoah et également au Cercil à Orléans, puisque les enfants ont été transportés après leur arrestation du vélodrome d'hiver dans les camps du Loiret. Dans les camps du Loiret, ils ont été séparés de leurs parents, et essentiellement des mères, parce que les pères avaient été arrêtés déjà en 1941 pour la plupart, et donc séparés de force par la police française de l'époque de leur mère. Et les parents sont partis par 4 convois, entre le 31 juillet et le 7 août, et les enfants sont restés seuls. Et à ce moment-là, Berlin a donné la permission au SS de déporter les enfants. Et les enfants sont partis seuls, mais ils ne pouvaient pas partir de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers, les 2 camps du Loiret, parce que Berlin ne voulait pas de train composé exclusivement d'enfants. Alors il fallait soit amener des adultes à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, soit il fallait prendre les enfants et les amener à Drancy pour les déporter avec les adultes qui arrivaient de la zone libre, où là aussi la police française avait arrêté 10 000 juifs qui ont été arrêtés par des policiers français alors qu'il n'y avait pas d'Allemands et qui ont été livrés aux Allemands. Et donc les enfants sont partis sans leurs parents, 3000 enfants en bas âge, par convoi de 20 à 25 entre le 17 août et le 31 août. Et dans chaque convoi, il y avait 500 enfants. Et donc, c'est quand même un maréchal de France et un Premier ministre de la Troisième République qui ont livré ces enfants. Oui. Ils en sont conscients. Ce qui fait que
la condamnation de Vichy. La collaboration de Vichy est essentiellement une collaboration policière, et une collaboration policière visant des familles tout à fait innocentes. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce que la plaque porte à l'ordre des Allemands, mais à l'ordre des Allemands avec la permission, l'autorisation donnée par le secrétaire général à la police, René Bousquet, qui lui-même était d'accord avec son gouvernement, donc avec Pétain et Laval, pour que cette rafle soit menée par la police française. Et à l'époque, Vichy disposait à la fois de la flotte, disposait de l'Empire, disposait des policiers qui assuraient la sécurité de l'Allemagne et des troupes allemandes. Et l'économie française tournait pour l'effort de guerre allemand. Donc Vichy avait la marge de manœuvre pour dire non aux Allemands et dire si vous voulez le faire, faites-le vous-même. Et au lieu de cela, Vichy a arrêté 10 000 juifs en zone libre et Vichy a mené cette rafle contre des milliers d'enfants. Ouais. Et ces enfants étaient pratiquement tous nés en France. Oui, Ouais, quelques morts dedans, je pense. Étaient français par déclaration. Leurs parents, voulant être naturalisés, aimant la France, ont tout de suite demandé à la naissance la nationalité française pour les enfants. Donc les enfants étaient de nationalité française. Et lorsqu'on dit que Vichy a protégé les juifs français, la première mesure qu'a prise Vichy a été d'arrêter des milliers d'enfants français et de les livrer aux Allemands. Non ? Oui. Vous voyez, sous la végétation, les photos, la légende en français, en anglais. C'est vrai qu'il y a la végétation. Oui, mais justement, c'est délicat, c'est très délicat. Justement, c'est le symbole est vraiment Un enfant qui tenait son journal et qui disait il était heureux de partir en vacances. Et il a dit et de pouvoir librement s'enivrer de l'air pur de la campagne. Alors qu'il a été gazé et quelques jours plus tard, il a été gazé, quelques semaines plus tard, il a été gazé. Ici une statue de Denis Chedboul. Et que nous venons consoler de temps en temps. Et Denis Chedboul a sculpté le buste d'Elie Wiesel qui se trouve en face de la mairie du 3e et que Anne Hidalgo inaugurait l'an dernier. Voilà, il y a une photo. C'est très beau tout ça dans la végétation. Et l'hiver, j'imagine que les feuilles tombent. Les feuilles tombent de ces. Oui, en hiver, ça apparaît plus, elles sont moins cachées. Elles sont moins derrière les feuilles. Ouais. Mais c'est très beau. Oui, la symbolique est très belle. Oui, c'est symbolique avec la photo de Hitler qui était là. J'ai fait la couverture avec la photo de Hitler du mémorial des enfants. D'un côté, la photo des enfants, la même pose devant le même décor.
c'est même pas apporter de compréhension, je trouve, comme ministre. Très bel endroit. C'est poignant. C'est la seule photo que j'ai retrouvée en 90. De la race, pour le moment, il n'y a pas d'autres photos. Ouais. Mais comment se fait-il qu'on ne retrouve pas du tout de photos de l'époque? Pardon? Comment se fait-il qu'on ne retrouve pas de photos du tout de l'époque? Parce que les Allemands ne prenaient pas de photos, ou s'ils en prenaient, ils en ont pris. Ils en ont pris, mais on ne les a pas retrouvés. Et ce journaliste, photographe, l'a pris d'un appartement, il est monté dans un appartement pour la prendre, et il n'a pas pu entrer dans le C'est Veldiv. la seule photo officielle. Il n'a C'est pas la pu seule. entrer. Il y a souvent une photo qu'on voit des prisonniers, mais c'est une photo de... Souvent les gens tweetent ou ils ressortent une photo. Oui, la photo, qui est mais la ça, photo ce sont de les collaborateurs. les collaborateurs. Bien sûr, Ouais, oui. qui se retrouvent au même endroit. Ouais. 70. Et il y a souvent une erreur. Ce sont les collaborateurs dans le Veldiv. Ouais, dans le Veldiv. Dans les années, au début des années 70, j'ai été alerté par le fait qu'il n'y avait pas d'enfants. Et donc je suis allé à l'AFP. Et l'AFP avait récupéré des photos de l'agence Havas qui avait été nationalisée. Et un rédacteur a dû croire que c'était le Veldiv des Juifs et a noté Raph du Veldiv à tort. Et ça perdure. Là, c'est la véritable photo. D'ailleurs, vous voyez le métro. Là. Ouais, c'est là. Et donc, nous nous trouvons à peu près ici. Et l'entrée, c'est là. À l'entrée. À l'entrée, oui, juste. Et quand je suis rentré à Paris en octobre 1944, en décembre, pour le Noël, eh bien, les enfants de la ville de Paris ont distribué des cadeaux aux enfants au Veldiv. C'était resté le lieu Oui, de... oui, de réunion. Hein. Pourquoi pas. Et ensuite, démoli et effacé. Parce qu'il y a eu un peu d'effacement quand même. Ouais, exact. Pendant longtemps, il y a eu des effacements. Il y a eu des après coup. effacements.
Comment vous vous sentez le plus à l'aise? C'est pas facile de prier avec un masque. Ouais, c'est vraiment comme vous voulez. Vous voulez que je demande si la canne de Joachim. Du ventilo. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à Paris devant ce monument symbolique qui rappelle les faits qui se sont déroulés à quelques mètres d'ici, il y a 78 ans, lors de la rafle du 16 juillet 1942, dite du Veldiv, pour rendre hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français, dirigé par le gouvernement de Vichy, ainsi qu'au Juste de France. Pour débuter cette cérémonie, j'invite le grand rabbin Olivier Kaufmann et le grand rabbin Alain Goldman à venir réciter les prières.
Au nom du Consistoire central israélite de France et du Grand Rabbinat de France, en ce jour de cérémonie nationale dédiée aux victimes des crimes raciaux et à l'hommage aux justes de France, nous t'adressons, ô Éternel, Dieu de miséricorde, nos ferventes supplications. Veuille accorder un repos éternel à toutes celles et à tous ceux qui, torturés, massacrés, fusillés, brûlés en raison de leur seule appartenance au peuple juif, sont morts en martyrs, ainsi qu'aux hommes et femmes de toute confession et croyance, victimes de la barbarie nazie et de la persécution. Au-delà de leur souffrance physique indicible, ils ont enduré la pire de toutes, l'humiliation, car leur bourreau, tout autant que leur vie, voulait éteindre l'étincelle de dignité qui brillait en eux. Nous associons à leur mémoire bénie tous ceux qui, victimes de l'injustice ou de l'indifférence, croupissent de nos jours encore dans leur geôle, au mépris des droits humanitaires les plus élémentaires. Voilà pourquoi c'est vers toi, source de toute vie, ô Éternel, défenseur de la veuve et de l'orphelin, du pauvre et de l'opprimé, du faible et de l'oublié, que nous tournons nos pensées, afin que tu recueilles auprès de toi les âmes de tous ces hommes, femmes, enfants, vieillards, qui furent arrêtés et torturés, déportés lors de la rafle du 16 juillet 1942 de sinistre mémoire, symbole de la honte et du déshonneur. Nous te prions aussi en faveur de tous les justes des nations qui, au péril de leur vie, n'ont écouté que la voix de leur conscience pour venir en aide à nos prières, à nos frères pourchassés et en danger de mort. Que leur souvenir et leur exemple restent toujours vivants dans nos cœurs. Que l'Éternel soit leur partage et qu'ils reposent en paix. Puissent nos ennemis, qui sont aussi tes enfants, revenir de leurs erreurs et que la paix règne enfin entre tous les hommes et toutes les nations. Amen. El mole rachamim shoichen bameromim hametzeh menuchonechono תחת כנפי השכינה במעלות אוי קדושים וטהורים כזוהר רק ימזירים את נשמות אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה כולם קדושים וטהורים שנפלו על קידוש השם על ידי הנאצים הגרמנים האכזרים, יימח שמם וזכרם. בעבור שאנו מתפללים בצדקו ביד עסקו נשמוסון אוי בגן עדן תהא מנוחתו
חסם, לכן ברחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים. אוי ויצרור, אוי ויצרור, אוי ויצרור, ביצרור החיים, אוי ויצרור, ביצרור החיים נשמסום. אדוני הוא נחלתם, וינוחו על משכבם בשלום, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה. וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל בחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה. דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה. וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Monsieur Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem. Monsieur Joël Mergui, président du Consistoire central et du Consistoire de Paris. Madame Beat Klarsfeld et Monsieur Serge Klarsfeld, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France.
Monsieur Raphaël Esraï, président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Monsieur David de Rothschild, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et Monsieur Éric de Rothschild. Monsieur Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Monsieur Jérémy Redler, conseiller régional d'Île-de-France, représentant Madame la Présidente de la région Île-de-France. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, accompagnée de Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, en charge de la mémoire et du monde combattant.
Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de la ministre des Armées. Allocution de M. Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Madame la ministre, messieurs les préfets, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le représentant du Conseil, de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le vice-président du Sénat, Madame l'ambassadrice chargée d'affaires d'Israël en France, Monsieur le maire du 15e arrondissement, Monsieur le grand rabbin de France, cher Chaim Corsia, Monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cher David, Monsieur le président des consistoires, cher Joël, Monsieur le président de la Fondation du judaïsme français et du Fonds social juif unifié,
cher Ariel, chers Serge et Beate Klarsfeld, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, cette journée nationale de commémoration des crimes racistes et antisémites et d'hommage aux justes parmi les nations revêt un caractère particulier. Comment entamer mon propos sans évoquer la situation particulièrement difficile que connaît notre pays et le monde face à ce virus qui affecte notre vie quotidienne, bouleverse nos habitudes et nous plonge collectivement dans un état d'anxiété croissante. J'ai une pensée émue pour tous ceux qui ont eu à déplorer la perte d'un parent, d'un proche, d'un ami, d'un voisin. Et je veux leur dire toute notre solidarité, notre affection et notre compassion. Je pense aussi ce matin à tous ceux touchés par la maladie et leur adresse des vœux de rapide et complet rétablissement. Comment enfin ne pas saluer l'action et la détermination de l'ensemble des personnels de santé et de tous ceux qui ont été aux avant-postes tout au long de ces mois difficiles. Jamais, non jamais nous n'avons été aussi peu nombreux et jamais cette cérémonie ne s'est tenue sans ceux qui ont été les acteurs de cette terrible page de notre histoire. Nous n'aurons pas ce matin le témoignage poignant d'un ancien déporté, ni celui d'un émouvant, d'un descendant de Juste. C'est aussi vers eux que vont mes pensées en ce jour de commémoration et je partage leur peine et leur déception. Les rafles qui ont touché les Juifs de France dès l'année 1941 sont avant tout des arrestations massives de milliers de personnes. Celle dont nous nous souvenons aujourd'hui s'est déroulée il y a 78 ans et fut orchestrée par le régime de Vichy, ce bras armé de l'occupant nazi. Paris et sa banlieue n'étaient plus qu'une souricière. Les rafles des 16 et 17 juillet 1942 ont été dirigées par la police française et notamment par les brigades spéciales de la Direction centrale des renseignements généraux, dont tous les membres furent volontaires pour collaborer avec l'occupant. Tous ces hommes ont été, un jour ou l'autre, entre 1942 et 1944, confrontés au regard d'un enfant juif et ont scellé leur destin tragique. Certains d'entre eux les ont épargnés. Et je veux me souvenir des 67 policiers français, honorés du titre de juste parmi les nations. Ils n'appartiennent pas à cette page sinistre de l'histoire de France. Parmi les 13 152 juifs arrêtés, on compte 4 115 enfants. Ils ont vécu l'enfer, l'effondrement d'un monde, victimes de leur propre détresse et témoins de celle de leurs parents. Dans cette enceinte du Veldiv où ils vécurent 3 jours et 3 nuits, ils n'avaient déjà plus d'avenir. Transférés à Pithiviers ou à Bonne-la-Rolande avec leur famille, 3 900 d'entre eux furent déportés seuls et 6 adolescents seulement ont survécu. 3 894 enfants sont morts dans des conditions particulièrement cruelles, immédiatement envoyés à la chambre à gaz. Qu'ont-ils compris de leur sort tragique? Et que pouvons-nous comprendre? Cette question lancinante de la Shoah ne cessera jamais de nous hanter. 1,5 million d'enfants juifs sont morts assassinés entre 1942 et 1944. Autant de destins inaccomplis, autant de pertes pour l'Europe et pour le monde. Et merci à Serge Klarsfeld, qui a tant œuvré pour que le jardin mémorial rue Nélaton soit dédié à ses enfants
et rappelle le nom de ces victimes sans sépulture. Nul ne doute qu'ils deviennent un lieu propice à l'instruction et à l'éducation, car la force d'une nation réside toujours dans le regard qu'elle s'est porté sur son histoire et sa capacité à l'enseigner aux générations suivantes. Et dans la recherche permanente de cette vérité qui nous rassemble, n'oublions jamais ces Français élevés au rang de justes parmi les nations. Ils sont l'espoir forgé dans l'humanisme des Lumières sur lequel notre République s'est construite. C'est cette étincelle d'humanité dans la nuit nazie que je veux retenir. Comme nous l'explique Yankelevitch, l'extermination des Juifs ne fut pas une flambée de violence. Elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement expliquée et méthodiquement préparée, systématiquement perpétrée. Elle est l'application d'une théorie dogmatique qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle l'antisémitisme. Madame la ministre, vous connaissez l'attachement des Juifs français à la République. Notre existence s'y enracine et pour certains depuis le haut Moyen-Âge. Les Juifs de France se sont reconstruits en France malgré la Shoah, malgré la collaboration, malgré la disparition de 76 000 d'entre eux, dont 4 115 enfants raflés par la police française entre le 16 et 17 juillet 1942. Pourtant, d'une cérémonie à l'autre, l'antisémitisme se porte de mieux en mieux et le besoin de boucs émissaires est de plus en plus fort. Après une hausse de 74% en 2018, les actes et violences antisémites ont encore augmenté de 27% en 2019. Leurs auteurs s'en prennent aux morts, aux vivants et même aux morts, comme à Westhofen, où 107 tombes ont été profanées méthodiquement en décembre dernier, ou plus récemment, la semaine dernière, au cimetière de Gruissant. J'avais évoqué l'an dernier l'antisémitisme du quotidien qui frappe plusieurs quartiers difficiles, ces territoires perdus de la République. J'avais alors décrit la vie retranchée de ces Français juifs qui subissent insultes, crachats, graffitis, courriers anonymes et mezouzotes arrachés quand ce ne sont pas des violences physiques. Que répondre à leur désarroi? Quelle alternative au départ? L'antisémitisme n'est ni circonscrit ni localisé. Il peut frapper n'importe où. Et une étude de l'IFOP pour la Fondapol indique que 70% des Français juifs ont déjà été victimes d'antisémitisme. Et plus terrifiant encore, ce chiffre monte à 84% pour les 18-24 ans. Et qui s'étonnerait dans ce contexte d'un autre résultat de ce sondage? 34% des Français juifs se sentent menacés au quotidien, contre seulement 8% de l'ensemble des Français. Faut-il s'y résigner? Nous le savons depuis de nombreuses années, l'antisémitisme ne présente pas un seul visage, et cela le rend très redoutable. Ses formes changent, s'associent, se renforcent et peuvent avancer masquées, y compris chez certains qui se disent humanistes ou antiracistes. Ces ressorts sont nombreux et l'un d'eux est le complotisme. Ils présentent la Shoah comme un mensonge, comme une ruse des Juifs pour obtenir un État. Un autre mode d'action est la caricature et la diabolisation. Le principe est connu. On déforme, on dénature, on rend détestable. Et l'on peut ainsi justifier son obsession puis sa haine. Certains, dans notre pays, sont obsédés par le juif et par le CRIF, et par la caricature qu'ils en font. Les mêmes et beaucoup d'autres sont obsédés par l'État d'Israël. Ils y voient la cause de tous les problèmes du monde. Il suffirait donc de le supprimer pour que tous les problèmes disparaissent. Les plus modérés ou les plus naïfs invoquent la liberté d'expression pour critiquer l'existence même d'Israël.
mais s'opposer à l'existence d'un État, n'est-ce pas vouloir sa disparition? La disparition d'Israël. C'est cela, le seul enjeu des actions illégales du mouvement BDS. Et c'est pour cela qu'elles doivent être combattues avec force et interdites sur notre territoire. Comment comprendre alors cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, interdisant à la France de poursuivre judiciairement les appels au boycott? Il porte un coup fatal aux fondamentaux de notre droit. La communauté juive de France est terriblement inquiète de la portée de cet arrêt et des conséquences dramatiques qui vont en résulter sur le territoire national. Cette décision, si elle n'est pas frappée d'appel devant la Grande Chambre, aura pour conséquence immédiate l'intensification en toute légalité des manifestations d'appel au boycott de l'État d'Israël, dont l'expérience montre qu'ils engendrent et justifient les actes de violence contre les Français juifs. Les mots ne suffisent plus. Il faut passer aux actes. Les choses se dégradent. Et j'ai le sentiment que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas une évidence pour tous dans notre pays. Nous l'avons vu récemment avec les débats sur la définition de l'antisémitisme. Ce sujet aurait dû faire consensus à l'Assemblée nationale. Ce ne fut pas le cas. La définition a été diabolisée et de nombreux députés de la majorité ont fait défection, malgré l'engagement fort du président de la République en faveur de ce texte. Je suis bien sûr heureux de l'issue du scrutin, mais néanmoins je m'interroge. Pourquoi un tel psychodrame pour une définition? Internet est une autre priorité. Quand nous parlons de l'antisémitisme sur Internet, on nous répond modération et autorégulation. Nous avions besoin d'y voir plus clair. Aussi, j'ai décidé de créer, en partenariat avec Ipsos, un observatoire pour identifier, quantifier et analyser les messages antisémites sur Internet. Notre observatoire a produit ses premiers résultats. Il comptabilise pour l'année 2019 près de 52 000 messages, tweets et autres contenus explicitement antisémites. Et la réalité est encore plus sombre, car ce chiffre prend en compte uniquement les contenus publics après le travail des modérateurs. Nous souhaitons bien sûr pouvoir élargir cet outil au racisme, à la xénophobie, à l'homophobie, à la haine des musulmans et à la haine de la France. 52 000 contenus antisémites en 2019. Il est urgent de changer d'échelle. Cela aurait pu être le cas. Malheureusement, les principales dispositions de la loi Avia ont été censurées par le Conseil constitutionnel et nous attendons avec impatience la réécriture de cette loi. Les choses se dégradent, mais des points positifs sont aussi à souligner. Les antisémites professionnels, les Dieudonné, les Sorals et consorts ont été empêchés de nuire et ont vu leurs comptes fermés sur les réseaux sociaux. Et si je me réjouis d'apprendre que les assassins de Mireille Knoll seront bientôt traduits aux assises, comment ne pas évoquer aujourd'hui sa mémoire? Son destin tragique est en soi un symbole. Enfant, elle a échappé de justesse à la rafle du Veldiv, avant de mourir 76 ans plus tard, parce que juive, assassinée, puis brûlée dans son appartement parisien, rattrapée par la haine antisémite. Son sourire et son martyre ont marqué, je veux le croire, tous les Français. Les haines se nourrissent du laisser-faire, des renoncements et de l'impuissance, mais elles se développent aussi en profitant d'un sentiment d'impunité. Comment comprendre alors la décision de la Cour d'appel de Paris qui prive la famille de Sarah Halimi d'un même procès légitime? Bien sûr, dans une démocratie, on ne juge pas les fous. Mais dans une démocratie,
Faut-il considérer comme pénalement irresponsable quelqu'un qui, par la prise volontaire de stupéfiants, a lui-même déclenché momentanément son état psychique? Le cannabis va-t-il devenir dans notre pays un facteur excusant lorsqu'il s'agit d'un meurtre antisémite, alors qu'il est un facteur aggravant pour tous les autres délits? Ce procès est nécessaire. C'est pour ça. C'est pour cela que nous attendons, bien sûr, avec angoisse et inquiétude, mais aussi avec confiance, l'examen du pourvoi formé devant la Cour de cassation, car il ne peut y avoir de droit sans justice. Et comme l'a dit très clairement le président de la République, l'antisémitisme n'est pas seulement le problème des Juifs. Non, c'est d'abord le problème des autres, car à chaque fois dans nos histoires, il a précédé l'effondrement, il a dit notre faiblesse, la faiblesse des démocraties. Et oui, la démocratie ne va plus très bien en France, en Europe et dans le reste du monde. Elle va mal quand chacun réclame des droits sans se soucier du bien commun et quand la défiance et la confusion mènent tout droit à la violence et à la radicalisation. Elle va mal quand elle est prise en étau, comme nous, Français juifs, par trois forces qui lui sont hostiles, l'extrême droite, l'extrême gauche et l'islamisme. Ces trois forces hostiles s'unissent souvent dans l'obsession qu'elles ont d'Israël et des Juifs, et dans la diabolisation qu'elles en font, et dans l'antisémitisme qui en résulte. À l'heure où la France est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme, où sa démocratie est menacée par le retour du fanatisme identitaire et de l'obscurantisme culturel des islamistes, à l'heure où le séparatisme menace les fondements de notre République, je voudrais partager avec vous cette intime conviction. Le destin des Français juifs est inextricablement lié à celui du caractère démocratique de notre État. Madame la ministre, vous savez combien les Juifs français sont attachés à la République, à ses valeurs et à ses traditions. Votre présence ce jour rappelle que depuis 1995, la France s'est inscrite dans une démarche de vérité et de justice à laquelle elle ne renonce pas. Je vous remercie. Allocution de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de la ministre des Armées. Ma chère sœur, je te fais écrire ces mots. La police est venue nous arrêter avec tous les Juifs de la maison. On nous a enlevés, moi et mes 2 enfants. Je t'écris pour te dire que nous allons être transportés au Vélodrome d'hiver. Je te demande d'aller chez moi. Prends toutes mes affaires, tout ce que tu trouveras. Mon petit gars a oublié sa carte d'identité. Paris, le 16 juillet 1942. Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la maire de Paris, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire du 15e arrondissement, Madame la secrétaire générale à l'administration, Madame la représentante de l'ambassade d'Israël, Monsieur le grand rabbin de France,
Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Monsieur le Président des consistoires, Monsieur le Président de la Fondation du judaïsme français et du Fonds social juif unifié, Monsieur le Président de l'Union des déportés d'Auschwitz, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, chers Serge et Beate Klarsfeld, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, les mots que je viens de lire font écho aux extraits des lettres d'Edith Chuova et de Marie Gelin, lus ici même ces 2 dernières années. Ces mots sont ceux de Paulette Stockfis-Bronstein, arrêtée chez elle le matin du 16 juillet 1942 avec ses 2 enfants, Jacques, 16 ans, et Raymond, 4 ans. Simples et déchirants, ils sont écrits au cœur de la tragédie, dans la détresse de l'arrestation. Ils disent la surprise, l'inquiétude, l'inattendu et l'écroulement. Et cela avant même de découvrir le vélodrome d'hiver. Au fil des heures du 16 juillet, des milliers de familles y furent emmenées, enfermées, et je dirais même parquées. Pendant 3 jours et 3 nuits, la faim alterne à la soif. Autant d'heures, comme une insulte à la dignité humaine, comme une gifle à la face de notre pays. Le vélodrome d'hiver est la première étape de l'infamie, l'antichambre de l'horreur. Pour Paulette, le temps des déchirures porte le nom de Pithiviers. Elle y fut enfermée puis séparée de ses enfants. Elle fut déportée le 7 août 1942 par le convoi numéro 16. Elle ne revint pas d'Auschwitz. Jacques et Raymond furent déportés le 2 septembre. Ils ne revinrent pas de l'enfer. Pratiquement aucun des milliers d'enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv ne revint des camps de la mort. Leur calvaire est celui des 13 152 juifs trahis par la France. Ces jours-là, aucun soldat allemand n'a participé à la rafle. Des policiers français, agissant sur ordre de l'occupant, ont arrêté et emmené sans distinction des hommes, des femmes et des enfants. Ces hommes, ces femmes et ces enfants n'étaient coupables de rien. Ils avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme. Ces heures sombres demeurent une plaie vivante dans notre mémoire nationale. Il y a 78 ans, la France se trahissait elle-même. C'est un honneur en ce jour, pour moi, d'être avec vous et de porter la parole de la République. Je le fais avec une immense considération pour toutes celles et tous ceux qui se sont avancés et qui ont prononcé en ce même lieu des mots courageux. En suivant le chemin tracé par Jacques Chirac et repris par le président de la République Emmanuel Macron, notre pays regarde son histoire en face avec clarté et vérité. Il y a 25 ans, le président Chirac tenait un discours qui résonne encore dans tous les esprits. Il a eu le courage de mettre fin à des années de déni, d'atermoiement et d'arrangement avec la réalité. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté.
La rafle du Veldiv est une affaire française. Une persécution mise en œuvre par le gouvernement du maréchal Pétain, par le gouvernement de l'État français. Ce régime a secondé les visées exterminatrices de l'Allemagne nazie. En se rendant le complice d'un crime de l'homme contre l'homme, en secondant les basses besognes, le régime de l'État français s'est fait l'auxiliaire zélé de la folie criminelle de l'occupant. En participant à l'innommable, la France s'est abîmée. Cela reste une tâche indélébile. Toutes les victimes étaient des filles et des fils de la France, par naissance, par choix, par culture. Tous croyaient aux valeurs séculaires de notre patrie, celles des Lumières, celles des droits de l'homme, celles de Victor Hugo, celles de la promesse républicaine. Aucun d'entre eux ne l'avait imaginé. La France livrait ses enfants à la lie de l'humanité. La rafle du Veldiv est devenue le symbole de toutes les autres. L'emblème des persécutions menées contre les Juifs en France. En entretenant la flamme du souvenir, nous saluons la mémoire de toutes les victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. En commémorant aujourd'hui ce douloureux souvenir, c'est aussi à l'ensemble des victimes de la barbarie nazie que nous pensons. Nous pensons également aux populations tziganes, homosexuelles, handicapées et à tant d'autres. Certes, la haine a charrié son lot de dénonciations, de profiteurs et de prédateurs. Mais jamais nous n'oublierons que dans les ténèbres, des flambeaux se sont allumés. Que lorsque l'humanité semblait s'écrouler, des héros anonymes se sont pressés pour la redresser. En maint endroits de France, des milliers de femmes et d'hommes, des familles, des gens ordinaires ont accompli l'exceptionnel en cachant et en sauvant des Juifs de la persécution. Bravant les risques, ils ont permis que les 3/4 des Juifs de France échappent à la traque. Ils sont les justes de France. Sans chercher les honneurs, ils ont écrit les mots courage, fraternité et dignité dans notre histoire nationale. Cette commémoration leur est aussi dédiée. Il y eut la France de Pétain, responsable de la déportation de 76 000 Juifs de France. Elle fut celle du déshonneur. Il y eut aussi la France des justes, celle de l'empathie et de la solidarité. Et la France était également à Londres, à Brazzaville, dans les sables libyens, dans le cœur des Français libres et combattants, dans l'âme des résistants. Mesdames, Messieurs, l'histoire est un bloc. Les plus belles pages y ont été écrites, de même que les plus sombres. Notre mémoire nationale en est le fruit. Elle est à la fois notre héritage et une part majeure de notre identité. Elle est ce passé qui vit dans notre présent. J'ai au cœur de mes responsabilités l'ambition de contribuer à l'unité de la nation. Celle-ci ne se bâtit jamais à partir d'une mémoire sélective, tronquée ou déformée. Mais peut-on se limiter aujourd'hui à évoquer le passé? Peut-on considérer qu'aujourd'hui tout risque a disparu? Évidemment non. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président, les actes et les violences antisémites, l'assassinat de Mireille Knoll, la profanation des tombes, la caricature et la haine véhiculées par les réseaux sociaux, bien abritées derrière un lâche anonymat, ainsi que l'antisionisme obsessionnel de certains. C'est inadmissible. Je partage votre inquiétude, Monsieur le Président. Notre société est fragile. Mais je veux vous assurer, et vous le savez bien,
que le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement que je représente ici aujourd'hui sont totalement mobilisés contre ces fléaux. Notre République doit protéger chacun. Elle doit être attentive à l'apparition de tous les signaux faibles, intransigeante devant tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Et oui, l'anonymat sur les réseaux sociaux est un fléau considérable, une lâcheté majeure. Je pense que nous devons nous attaquer à ce sujet sans aucune faiblesse. Et au-delà, je crois profondément à la valeur éducative de notre mémoire collective. C'est au cœur de mes fonctions ministérielles. Notre ministère des Armées y contribue et nous avons bâti des partenariats avec les institutions rassemblées ici et avec l'Éducation nationale. Mais je mesure le chemin qui reste encore à parcourir. Notre devoir est la transmission, et en premier lieu, des témoignages. Les paroles et les écrits que les témoins et les survivants ont laissés sont un trésor que nous devons conserver, protéger, mettre en valeur et surtout transmettre aux jeunes générations. Cette mémoire doit vivre et elle vivra. Il faut aussi regarder notre histoire en face. Le faire, c'est progresser vers plus d'ouverture. C'est y trouver les inspirations pour construire une société plus juste, plus tolérante, plus fraternelle. C'est parce que la nation connaît son histoire, qu'elle sait d'où elle vient, qu'elle sera intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Parce que la République est continuité, l'ensemble de mes illustres prédécesseurs à ce micro l'ont rappelé. L'intransigeance de la France face à tout ce qui est de près ou de loin, antisémitisme ou rejet de l'autre. En cette période de tension, de crise et d'incertitude, c'est également mon message. Ces périodes, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, ont dans le passé déjà fait naître la banalisation des haines et la recherche des boucs émissaires. Je le réaffirme au nom de la République, on ne transige pas avec l'extrémisme, terreau de la violence envers son prochain. On ne transige pas avec l'antisémitisme, cette abdication de la pensée qui ronge. Deux dangers nous guettent et doivent sans cesse être combattus, l'oubli et la haine. Parce que l'oubli mène à l'indifférence, parce que la haine mène à l'affrontement, nous devons opposer à ces mots la vigilance. Il y a des combats permanents à mener contre le négationnisme, le révisionnisme et le complotisme. Nous œuvrons en faveur d'une certaine idée de la France, mais aussi pour une idée certaine de l'humanité. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Mais ce combat est celui du quotidien et il est surtout celui de chaque citoyen attaché aux valeurs de la République. L'esprit de vigilance doit nous animer tous. Il doit être celui d'une jeunesse éclairée et consciente du passé. Comme le disait Jacques Chirac, en la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Cette journée nationale y participe. Elle contribue à faire vivre le souvenir des victimes. Elle nous amène à toujours plus de profonde affection pour les survivants. Et surtout, elle nous incite à la fraternité renouvelée des vivants. Vive la République, vive la France. Merci beaucoup de votre présence.
Bonjour, toujours fidèle. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Ne vous levez pas, ne vous levez pas. Restez assis. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci. C'est quelque chose que je ne... Quand on a l'habitude d'assumer ses actes et ses paroles, on ne comprend pas très bien. Hein. Il n'y a pas de liberté d'expression à se cacher. Non, non. Bien, en tout cas, sachez, enfin, vous connaissez de toute façon l'attachement de ce que j'ai dit du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement. Votre engagement dans ce combat. Oui, et le mien aussi. Je sais que vous avez beaucoup d'avis. Oui. Mais que malheureusement, le combat est difficile, très il est long, difficile. parce qu'en face, nous avons des gens aussi qui sont perdus. Et franchement, les réseaux sociaux sont... Ah oui, c'est terrible. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment lutter contre la violence, certes, dans les propos surtout support, mais une personne qui C'est plus important plus que jamais, le devoir de mémoire aujourd'hui en France. Écoutez, c'est un support en tout cas pour expliquer notamment à la jeunesse ce qui s'est passé de façon simple et de pouvoir comprendre l'ignominie de ces formes de pensée et de ce rejet de l'autre. Et je crois que ce sont des faits terribles, même inimaginables, je trouve, pour un esprit humain constitué, normalement constitué, et qui doivent malheureusement, pour nous, tous ces témoignages, être le support de cette transmission, transmission qui doit pouvoir faire en sorte que notre jeunesse soit éclairée, qu'elle comprenne les situations et qu'elle s'appuie sur cela pour pouvoir dire non à toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination. Est-ce que vous envisagez de porter monsieur Dreyfus au stade de général cette année en tant que reconnaissance effectivement de cette dégradation qui a été faite à tort? Florence Parly, l'an dernier, a évoqué cela. Notre travail de mémoire se poursuit et les choses sont en cours de réflexion et d'instruction auprès de Florence Parly et du président de la République. Et ce que je veux surtout, c'est... alors, j'ai pas dit que tout cela n'était pas important, hein, parce que cette affaire Dreyfus était également un drame. Et d'ailleurs, démarrer un petit peu ce qui a suivi après, puisque la construction était ancienne. Mais sur le plan humain, cette rafle du Veldiv, ces déportations massives d'enfants, ces parents séparés de leurs enfants, ce sont des choses qui sont importantes pour la transmission parce qu'elles touchent au plus profond des tripes, de la chair humaine de chaque personne. Et je pense que ces facteurs-là sont des facteurs essentiels pour nous, pour pouvoir expliquer à notre jeunesse que cela ne peut pas se reproduire.
Madame la ministre, c'était une commémoration particulière cette année en cause de la crise sanitaire. Alors, c'est malheureusement une commémoration particulière où les survivants ou les enfants de survivants et où les justes ou les enfants de Justes de France n'ont pas pu venir lire leurs témoignages. C'est toujours un moment poignant quand ils lisent ces témoignages. Donc c'est vrai que j'espère qu'ils ont pu regarder cette cérémonie qui était simple, qu'ils ont pu la regarder sur les réseaux sociaux où elle était diffusée et ainsi pouvoir y participer. En tous les cas, qu'ils sachent qu'ils étaient dans nos pensées tous. Est-ce que vous-même vous plaidez pour que l'acte qui a tué Sarah Halimi soit reconnu comme antisémite? Écoutez, à titre personnel, je pense que cela peut être considéré comme un acte antisémite dans un cerveau dérangé, certainement par différents facteurs, mais la construction de cet acte horrible paraît être un acte antisémite, effectivement. Merci Madame la Ministre. Merci infiniment pour votre présence, c'est important. Merci. Ah, ça y est.